Salut, c'est Thomas Rozek. Dans l'épisode précédent, que je vous invite à écouter si ce n'est pas déjà fait, on s'est intéressé au cas de Street Press, un média très dynamique et engagé. L'engagement, c'est une thématique qui nous tient à cœur dans ce podcast où on prend un malin plaisir à suivre et à décortiquer les causes et les combats qui nous mettent en mouvement. C'est d'autant plus intéressant que la période que nous vivons est marquée par des engagements très forts, très intenses, qui remettent en question tout un tas de sales habitudes de nos sociétés. Ces engagements, ils sont particulièrement visibles aujourd'hui grâce au numérique, où depuis l'avènement du web social, l'opinion, la revendication règnent en maître, parfois jusque dans des espaces insoupçonnés. C'est ce que va nous raconter ma camarade Lucie Ronfaux, qui est aux commandes de notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Les manifestations récentes contre le racisme et les violences policières ont mis en lumière un autre type de militantisme en ligne, celui qui vient de personnes qui ne sont pas, a priori, militantes. L'ampleur des événements, aux États-Unis et dans le monde, a poussé de nombreuses célébrités, entreprises, marques, voire des communautés de fans à se mobiliser. La situation pose des questions sur la nature de nos engagements en ligne. Est-ce qu'il suffit de publier une photo sur Instagram ou un tweet pour aider une cause ? L'activisme sur les réseaux sociaux est-il toujours juste ? Ou n'est-il pas parfois un peu hypocrite ? Le premier exemple est celui des fans de K-pop, un genre musical venant de Corée du Sud. Plus particulièrement celui des fans du groupe BTS. Ce sont en majorité des jeunes femmes qui se surnomment ARMY. Elles viennent du monde entier et sont très présentes sur les réseaux sociaux. Ces dernières semaines, les fans de BTS se sont fortement impliqués dans le mouvement Black Lives Matter. Elles sont parvenues à faire tomber l'application de la police de Dallas, qui appelait à la dénonciation de manifestants. Elles ont aussi noyé des hashtags racistes sur Twitter. Suivant leur exemple, le groupe BTS a fait un don d'$1 million à des associations de défense des droits des Afro-Américains. En moins de 48 heures, leurs fans ont levé $1 million supplémentaires. Cette opération a été organisée par One in an Army, un compte Twitter spécialement dédié aux œuvres de charité soutenues par les fans de BTS. Ces histoires ont beaucoup intrigué les médias, qui se sont demandé pourquoi des fans de musique pop s'impliqueraient tant dans un mouvement social. J'ai posé la question à Mathieu Berbiguier. Il est chercheur à UCLA, aux États-Unis, et spécialiste de la culture populaire coréenne. Est-ce que c'est la première fois que les fans de BTS, donc ARMY, s'engagent pour une cause politique telle que Black Lives Matter ? Si on regarde à l'histoire de la K-pop et des fans de K-pop, en fait, ça a toujours été quelque chose. Les donations, l'engagement, que ce soit social ou politique. Ça vient même donc moi, en étant un chercheur qui regarde beaucoup les relations en fait entre les fans coréens et comment ils ont influencé les fans internationaux par le phénomène de la K-pop et la diffusion de la K-pop dans le monde entier, j'ai remarqué qu'en fait cette culture d'activisme social à travers les fans, c'est quelque chose qui a été en quelque sorte pas vraiment hérité, mais influencé, je dirais. Un exemple tout bête, c'est quand on va à un concert de K-pop en Corée, on voit toujours des gros sacs de riz devant le stade ou la salle de concert avec en général une photo ou une espèce de banderole pour dire qui c'est qui a fait ça, et en général ce sont les fans qui en fait font une collecte de dons pour ensuite acheter ces sacs de riz qui vont être ensuite donnés aux gens qui en ont besoin. Et au fur et à mesure que moi j'allais à plusieurs concerts de K-pop quand je vivais en Corée, je me suis rendu compte que même les fans internationaux, donc que ce soit ça peut être soit plusieurs pays ensemble ou soit un seul pays, faisaient aussi des donations pour mettre ces sacs de riz en face des stades, même en Corée, où il y aurait les concerts. Et pour le cas particulier des ARMY, ça a toujours été quelque chose. Le One Time in Army, ce compte existe déjà depuis quelques années, et je sais que, puisque dans le cadre de ma recherche, j'ai été mené à analyser certains de leurs tweets et de leurs campagnes, je crois que chaque mois, ils cherchent en fait une organisation à laquelle contribuer. Et souvent, c'est lié aussi aux causes pour lesquelles les membres sont assez attachés. Et aussi, comme je l'ai dit plus tôt, dans le cadre de l'UNICEF, il y a eu aussi des donations faites par les fans. Il y a tout un... En fait,
fait, ce qui est assez intéressant avec ARMY, et d'ailleurs c'est pour ça que ça porte assez bien son nom, c'est qu'il y a différentes sections en fait. Il y a les sections qui vont s'occuper par exemple du streaming, il y a une section qui va s'occuper des relations entre les différentes fanbases de BTS, et il y a une section qui s'occupe de l'activisme. Donc du coup c'est pour ça, c'est pas du tout la première fois. Mais bien sûr pour l'œil des médias internationaux, ça reste assez étonnant. Parce que je me suis posé la question justement parce que les fans de K-pop, de BTS et de K-pop en général font quand même l'objet de pas mal de mépris de la part des médias, et je me suis demandé s'il n'y avait pas du sexisme là-dedans aussi, puisqu'on associe quand même beaucoup la K-pop à la jeune fille, à la fangirl. Alors bon, il y a plein d'autres fandoms qui ont fait l'objet d'un mépris similaire, comme les fans de One Direction, ou les fans de boys band en général. Est-ce que tu es d'accord avec cette analyse, le fait qu'il y a un peu de sexisme aussi dans ce mépris dont peut faire l'objet ces fans? Oui, totalement. Et d'ailleurs, quand on voit des gens crier pour des matchs de foot ou se battre, ça étonne moins que quand on va essayer de montrer, bien sûr, des filles qui crient pour des boys bands. D'ailleurs, il y a toujours, c'est toujours d'ailleurs un peu le set de mots qui apparaît toujours quand il y a un sujet sur la K-pop en France. Bon, bien sûr, moi, ça m'amuse de voir les différents sujets qu'ils ont fait. Mais quand on regarde, voilà, sur les chaînes de télé, c'est toujours alors hystérique, excité. Forcément, on va voir quelqu'un qui va crier et pleurer. Ce sont ce genre de scènes qui sont toujours montrées. Donc oui, je suis totalement d'accord sur ça. Il y a vraiment un sexisme qui est présent et malheureusement qui un peu stéréotype les fans de K-pop. Donc c'est pour ça que bon, ce genre de ce qui se passe en ce moment, c'est bien si ça peut permettre de changer les mentalités et faire connaître cet aspect qui était déjà existant, ce serait bien, quoi. Les fans de K-pop sont un bon exemple d'engagement en ligne en dehors des sphères militantes. Mais d'autres prises de parole ne sont pas forcément aussi réussies. De nombreuses entreprises se sont vues reprocher des communiqués de presse trop creux. On a accusé des influenceurs et des influenceuses de poser avec des pancartes de soutien aux personnes noires, mais juste pour une photo sur Instagram, sans participer aux manifestations. Les critiques sont particulièrement fortes dans le milieu de la mode et de la beauté, très présents sur les réseaux sociaux, mais pas vraiment habitués à y faire de la politique. Pour explorer ce sujet, j'ai interrogé Mélodie Thomas. Elle est journaliste pour le site Marie Claire et spécialiste de l'industrie de la mode. Elle a aussi co-créé la newsletter What's Good, qui traite de pop culture de manière inclusive. Tu as écrit un article sur les relations complexes entre l'industrie de la mode et le mouvement Black Lives Matter. C'est pas forcément évident de prime abord de comprendre ces relations et leur complexité. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi les deux sont liés ? Alors en fait, les deux sont liés pour une raison assez simple, c'est la mode et son rapport avec ce qu'elle appelle la diversité. C'est un terme qui est aujourd'hui beaucoup remis en question, notamment parce qu'il est devenu un mot un peu valise à l'aide des entreprises. Mais en gros, la mode, depuis plusieurs années maintenant, semble avoir entendu l'appel de ses consommateurs et des gens même au sein de l'industrie concernant l'absence de diversité ou en tout cas un manquement de diversité ethnique au sein de son industrie. Et donc le lien avec Black Lives Matter, il s'explique tout simplement par le fait que malgré toutes ces années qui sont passées, la date à laquelle je fais référence, par exemple dans mon papier, c'est celle de 2008, où il y a eu le Black Issue du Vogue Italia, un numéro en fait consacré à cette question de manque de diversité ethnique dans la mode, qui avait été mis en place par Edward Enidful en tant que rédacteur en chef invité. Et en fait, au sein de ce numéro, ils ont pu représenter des mannequins noirs et dire, voilà, pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus de mannequins noirs dans la mode ? Donc ça, c'est 2008. Aujourd'hui, on est en 2020. Et malheureusement, la question de ce que donc on appelle la diversité dans la mode, elle n'a pas vraiment changé. On est toujours sur cette question de aurons-nous suffisamment de mannequins racisés sur les podiums des Fashion Week, dans les campagnes publicitaires des marques. Et en fait, le mouvement Black Lives Matter aujourd'hui, ce qu'il dit, c'est ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, ce n'est pas juste une question de mannequins. Quand on dit Black Lives Matter, c'est vraiment dire les vies des Noirs comptent. Et elle compte dans toute la pluralité en fait, de l'existence et pas simplement en une des magazines.
Beaucoup d'entreprises et de marques en fait ont utilisé leur compte sur les réseaux sociaux pour poster des posts de soutien au mouvement Black Lives Matter, notamment aux États-Unis. Est-ce que, à ta connaissance, c'est la première fois, est-ce que c'est inédit une telle unanimité d'expression de soutien pour un sujet en particulier ? Alors après, la mode a toujours été encline, on va dire, à challenger un peu ce qui se passe dans la sphère sociétale. Il y a une cause qu'elle soutient profondément depuis plusieurs années maintenant, c'est la cause des droits LGBT. Donc la mode est très engagée sur ces questions-là. Il y a des dîners qui sont organisés pour aider à la recherche, pour mettre un terme en fait au VIH. Il y a également tous les ans, au moment de la Pride, des collections capsules qui sont mises en place par certaines marques et dont un pourcentage est reversé à des associations qui aident les personnes LGBTQ. Donc la mode a toujours eu, on va dire, cette espèce de sens de l'engagement. Là où c'est différent pour les questions raciales, c'est que les questions raciales, de toute façon, ne sont pas spécifiquement discutées au sens large dans la société. Et il y a quand même un aveuglement de la mode sur sa propre incapacité en fait à intégrer et à inclure des personnes issues des diversités. Donc c'est pas la première fois qu'il y a cette unanimité, mais c'est la première fois qu'elle le fait sur cette question-là, tout simplement parce qu'en fait elle n'a plus le choix. Moi c'est j'enseigne également à l'IFM à côté, et ce que j'explique à chaque fois à mes étudiants, c'est la raison pour laquelle les marques parlent de ces questions aujourd'hui, c'est parce que vous en parlez et que les marques ne veulent pas vous perdre en tant que consommateur. C'est la seule raison. Et pourtant, donc, ces posts n'ont pas toujours été très bien accueillis. Il y a eu beaucoup de critiques et notamment une accusation de diversity washing. Est-ce qu'on peut revenir ensemble sur ce que c'est ce terme et qu'est-ce que ça signifie ? Donc le diversity washing, c'est l'idée de oui, sauvons... C'est mal de tuer des Noirs, bien sûr, tout le monde est d'accord sur ça. C'est important de mettre leur vie en avant et de leur donner une valeur, mais on ne le fera pas au sein de nos entreprises. Et c'est ça le diversity washing. Et donc aujourd'hui, il y a eu énormément de marques, ces dernières semaines, il y a eu énormément de marques qui ont posté donc ce fameux carré noir, le Black Tuesday, et en fait elles se sont fait tomber dessus par leurs propres consommateurs, des personnes issues des communautés noires à l'international, parce qu'elles leur disent, en fait quand on scrolle, quand on commence à scroller sur votre compte Instagram, on ne les voit pas en fait, ces vies noires-là qui comptent. Elles ne sont pas représentées sur vos comptes Instagram, elles ne sont pas représentées dans vos boards, elles ne sont pas représentées au sein de vos entreprises, nulle part. Donc, vous ne pouvez pas dire que les vies des Noirs comptent puisque vous ne le montrez pas. Toujours sur le militantisme et les réseaux sociaux, d'autres mots qui ont été un peu, pas mis à la mode, mais en tout cas mis en avant, c'est le fakeactivism et le performance activism, donc littéralement le faux activisme et l'activisme de la performance. Alors là, c'est plutôt des mots qui désignent des individus, des influenceurs ou des célébrités. Plus général, qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est si important en ce moment ce sujet ? Alors, le fakeactivism, c'est un peu... c'est le terme qui est utilisé notamment pour parler de tous ces influenceurs qu'on voit dernièrement. Et c'est hallucinant parce que quand on regarde les photos et les vidéos, on est partagé entre l'envie de rire et vraiment l'envie de pleurer. Parce qu'on se dit vraiment les gens passent totalement à côté de ce qui est en train de se passer. On a vu par exemple dans des manifestations américaines des influenceurs venir comme si c'était le Coachella avec des pancartes Black Lives Matter, prendre leurs petites photos ou vidéos et finalement repartir dans leur voiture. Totalement lunaire. Et donc, voilà, ça c'est le fakeactivism, c'est cette idée de, alors moi aussi, j'apporte mon soutien, Black Lives Matter, j'utilise le bon hashtag, mais je le fais en me mettant moi en avant. Et ça aussi, le problème du fakeactivism, c'est que, en fait, ça fait plus ou moins partie du diversity washing, dans le sens où on atténue encore une fois une lutte et un combat pour en donner une espèce d'essence un peu sympathique, esthétique, édulcorée. Mais l'heure n'est plus à ça. Enfin, l'heure n'aurait jamais dû être à ça de toute façon, mais là, clairement, l'heure n'est plus à ça. Il y a des activistes qui travaillent depuis des années sur ces questions-là, qui véritablement se sont fait clouer au pilori, à la fois par la presse, à la fois par des personnalités politiques et médiatiques. Avoir une influenceuse où il y a eu également, c'est l'hécatombe au sein des magazines de mode, notamment féminins, des rédactrices en chef ou des éditrices qui publient Black Lives Matter avec une main noire, une main blanche et tout est mignon et on s'adore, c'est plus possible. Clairement, ce n'est plus possible et je dis pas ça, c'est plus possible pour moi, parce que déjà pour moi, ça n'a jamais été possible, mais collectivement parlant, mondialement parlant, on voit bien qu'il y a une forte réaction de la part des gens. Et quand on va en fait sur tous ces sites, quand on va sur tous ces comptes d'influenceurs, ces comptes Instagram de marques, ces comptes Instagram de personnalités publiques, etc., les commentaires sont tous les mêmes.
Qu'est-ce que vous faites concrètement ? Est-ce que vous avez donné de l'argent ? Comment est-ce que vous allez faire pour changer la dynamique au sein de votre propre entreprise ? Les gens aujourd'hui veulent des réponses concrètes. Et ça fait vraiment partie en fait de cette tendance de la transparence qui touche toutes les industries pour le coup, mais qui impacte particulièrement la mode, notamment parce qu'elle a énormément à se reprocher, que ce soit sur sa supply chain, ce genre de choses. Mais en tout cas, sur la question véritablement de l'activisme, la nécessité de transparence, elle est réclamée. Elle est réclamée et je pense que c'est quelque chose sur lequel les gens n'arriveront pas, enfin ils n'arriveront pas à faire bouger les gens sur ces questions-là en fait. C'est devenu une évidence pour le consommateur d'avoir accès à ce type d'informations. Et donc les marques ne pourront pas simplement mettre ce qui les dérange sous le tapis à présent, je pense. Cette question de la place de l'engagement en ligne, on va continuer de la creuser dans notre prochain épisode où on s'intéressera surtout à la façon dont le militantisme s'invite et se développe sur des plateformes qui n'étaient pas forcément pensées pour ça. Merci à Lucie Ronfaux et à ses invités pour cet épisode de Programme B qui, comme vous le savez, est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram si vous voulez nous parler. N'oubliez pas de bien vous laver les mains, de respecter les gestes barrières et de continuer à soutenir le personnel soignant. Et à lundi pour un nouvel épisode.